Bonjour à tous. Super. Donc je suis Flore, j'ai 10 ans d'expérience RH dans les grands groupes et dans les startups. Et je suis actuellement chez De Boson Project. Et on a la chance chez De Boson Project de réfléchir le monde du travail qui se fait, puisqu'on fait de nombreuses études. On en a sorti une l'année dernière sur le travail et la parentalité, sur le dialogue social, sur le ressenti des managers, et c'est de celle-là dont je vais vous parler aujourd'hui. Et on a la chance chez De Boson Project aussi de faire advenir le monde du travail, puisqu'on travaille au plus près des organisations, sur le terrain, en mission, à réinventer les modèles sociaux en proie à de grandes transformations. On a fait une étude il y a quelques mois auprès d'une centaine de managers avec des entretiens qualitatifs et un quantitatif pour qu'ils nous parlent de leur ressenti du moment. Et il y a un sujet très intéressant que vous vivez sûrement dans vos organisations qui est ressorti de manière très large, c'est l'irruption de l'intime dans l'entreprise. On leur parle désormais de menstruation, d'aidance, de parentalité, de santé mentale. Et ces managers, on va y revenir tout de suite, en plus de l'ensemble de la liste des sujets qu'ils avaient déjà à gérer, le sujet de l'intime devient la goutte de trop, quelque chose qu'ils ne savent pas toujours gérer, qui les interroge aussi sur le rapport qu'ont les salariés au travail, au monde du travail et aux règles de l'organisation. Et donc je vous propose qu'on prenne ces quelques minutes pour décrypter ce nouveau phénomène, savoir comment les managers vont, savoir pourquoi les collaborateurs expriment des sujets de type intime au travail et qu'est-ce qu'ils attendent de leurs organisations. Et puis évidemment pour esquisser des premières pistes de solutions. Donc comment vont les managers? L'étude qu'on a fait a fait ressortir de manière très claire qu'ils avaient l'impression que tout dépendait d'eux. Donc il y en a un qui dit c'est une bonne question, mon entreprise attend de moi le beurre, la crème et la crémière. Je suis à tous les postes, sur tous les fronts. On attend de moi la performance humaine, économique, éthique. Et il y en a même qui nous racontent qu'ils ont des KPIs à la fois sur le turnover et sur la performance individuelle. Et qui s'en sortent plus en fait de devoir gérer l'ensemble de ces sujets en même temps, avec un phénomène d'accélération depuis la pandémie, où ils sont beaucoup plus sur le front, avec beaucoup plus de sujets à gérer en même temps. Et ça a un impact aujourd'hui sur leur engagement. Ils sont 61% à dire qu'ils ont eu le sentiment d'une charge de travail insurmontable, et le métier de manager fait beaucoup moins rêver, chez les jeunes diplômés d'ailleurs en particulier, avec chaque année de moins en moins de cadres et de moins en moins de jeunes diplômés qui se projettent devenir managers. Le verbatim que j'ai entendu et que je préfère, c'est manager des projets oui, manager des gens non merci. Et ça a un impact fort sur l'engagement tout court, puisqu'on sait bien aujourd'hui, et c'est Gallup qui l'a prouvé, que l'engagement d'un salarié dépend à 70% de son manager. Et donc c'est pas étonnant que l'érosion de l'engagement des managers aujourd'hui ait un impact sur l'érosion de l'engagement tout court. Je ne sais pas si vous avez vu les derniers chiffres du Gallup Institute, mais il y a seulement 7% des travailleurs français aujourd'hui qui se disent activement engagés. On est 36e sur 37 en niveau d'engagement parmi les pays européens. On a des taux d'absentéisme et de démission sans précédent, surtout comparativement à ce qu'on a connu en France. Et ça commence d'une certaine, et il y a une corrélation, même si c'est pas la seule causalité, à nous coûter des points de productivité, parce qu'il y a des derniers chiffres qui sont sortis sur la productivité, notamment horaire, qui montrent qu'il y a des points de chute. Et l'intime là-dedans, c'est un petit peu la goutte de trop. Des managers qui nous disent, mais qu'est-ce que je fais, moi, des sujets de menstruation, de personnes qui a besoin parce qu'elle est monoparentale de certains traitements particuliers. Qu'est-ce que je fais de la personne qui me confie en entretien avoir un problème de santé mentale, et comment en fait ça vient pas défaire une organisation d'équipe que j'ai déjà du mal à trouver et à faire avancer. Donc la question qu'on se pose, c'est comment ça se fait que dans l'entreprise, les collaborateurs ont envie de rendre visibles des choses qui étaient auparavant intimes et qu'ils ont maintenant envie de confier à leur manager et a fortiori à leur entreprise. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Et de quoi c'est le signal? Qu'est-ce qu'on doit entendre derrière ces sujets-là?
c'est l'intime d'une certaine manière qui est devenu l'extime. On dit à voix haute des choses qui relevaient auparavant de l'intime. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est que l'intime n'a pas toujours, dans l'histoire, été laissé aux portes de l'entreprise. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui nous parlent d'un retour au paternalisme. Donc c'est pas exactement ça, puisque le paternalisme, d'une certaine manière, c'était la prise en compte, la prise en charge notamment des sujets d'éducation ou de famille en même temps que le travail. Mais c'est vrai que c'était une façon d'organiser sa vie au travail et sa vie familiale. Ensuite, on est passé sur des sujets de management scientifique, de taylorisme, où là, pour le coup, c'était la tâche qui dominait sur la personne, avec des rotations, des heures de travail, et l'intime est sorti beaucoup de l'entreprise. En 1970-1990, c'est plutôt les salariés qui ont souhaité que leur voix soit reconnue, qui ont protesté pour qu'il y ait plus de collaboratifs, qu'il y ait plus de décisions prises en commun, etc. Et en 2010, d'une certaine manière, c'est l'entreprise qui s'est rendu compte que ça avait un très très fort avantage en termes de compétitivité d'intégrer la subjectivité des collaborateurs, parce que quand on prend en compte les émotions, on est plus créatif, on est plus coopératif, on peut mieux travailler, on a des envies, on a de l'engagement, et c'est là où il y a toutes les théories autour des talents, de l'engagement, etc., qui se sont beaucoup structurées au service de la performance de l'entreprise. Et donc, ce n'est pas vrai, d'une certaine manière, que l'intime a toujours été en dehors de l'entreprise. Il y a plutôt eu des mouvements de balancier dans l'histoire, et là, on est plutôt à un moment où l'intime est arrivé fortement dans l'entreprise. Ensuite, et c'est peut-être là un des grands messages de la keynote, c'est que s'ils en parlent, ces collaborateurs, de tous ces sujets, c'est parce qu'il y a certaines choses qui sont devenues insoutenables dans l'équilibre et dans l'articulation vie pro-vie perso. Il y a 77% des parents dans l'étude qu'on avait fait qui disent que c'est difficile ou très difficile de concilier travail et parentalité, avec une surreprésentation de certaines catégories. Les femmes, ça vous surprendra pas en faisant partie. 81% des cadres qui retravaillent le soir, le week-end ou les vacances. 47% des Français qui ont un temps de travail supérieur à 45 minutes, plus que la moyenne européenne. Et là, je disais une dernière stat tout à l'heure, il y a 24% des Français qui ont retardé leur projet d'enfant parce qu'ils n'avaient pas un logement viable pour accueillir un enfant. Donc si les gens vous en parlent en entreprise, c'est pas seulement parce qu'ils ont envie qu'on prenne en compte leur individualité ou leur vie intime, c'est qu'il y a des choses qui sont devenues insoutenables et qu'il serait intéressant de voir comment on peut accompagner ou traiter en entreprise. Et enfin, le dernier phénomène. Donc là, on a parlé de plus de vie dans le travail, et donc il y a pas mal d'études cognitives qui ont été faites sur le fait que notre cerveau, il se reconfigure au contact des outils digitaux, et on a une notion du temps qui n'est plus en séquence, mais qui est en simultané de plus en plus. Et c'est notamment la grande différence avec la génération Z. Et en fait, les temps, ils sont pas en séquence, ils se juxtaposent. Et du coup, quand on arrive au travail, en fait, on pense encore à sa vie, on a besoin de gérer des choses de sa vie, et inversement, quand on est dans sa vie, on pense au travail. Et donc, il y a de plus en plus de perméabilité, en fait, qu'il faut gérer. Pour vous donner un exemple un peu extrême de cette perméabilité, il y a notamment des gens qui aimeraient que leur bureau soit ouvert 24/24, le week-end y compris, pour aller y travailler 1 heure, 2 heures quand ils en ont envie, etc. Donc, des modèles beaucoup moins d'organisation fixe, mais plutôt de simultanéité. Donc peut-être que c'est quelque chose auquel il faut se préparer. En tout cas, il y a des vraies mutations sur la notion du temps. Et ensuite, plus de vie dans le travail, mais il y a aussi, et ça je pense que ça ne vous a pas échappé, moins de travail dans la vie, notamment post-pandémie, mais c'est des tendances beaucoup plus longues, où en fait les gens ont repriorisé la place du travail dans leur vie. Les loisirs, la famille, ça arrive aujourd'hui avant le travail dans les sondages, alors que le travail a longtemps dominé en France sur l'importance des priorités. Et notamment, il y a des chiffres aujourd'hui sur la méritocratie qui sont très interpellants en France. On met 6 générations pour passer du salaire minimum au salaire moyen, et on met 70 ans pour doubler son niveau de vie versus 15 ans entre 1950 et 1970. Et donc, il y a une vraie demande, en fait, réflexion sur à quoi ça sert de travailler, qu'est-ce qu'on a en échange du travail, pourquoi est-ce que je prioriserai le travail. Et du coup, quelque part, la monnaie d'échange, c'est aussi devenu le temps dont on dispose. Et donc le temps aujourd'hui, à certains niveaux de revenus, est devenu une donnée aussi importante que l'argent qu'on reçoit.
Et donc, comment on fait quand on se dit que, voilà, ça c'est dans l'entreprise, c'est arrivé depuis quelques années, c'est les managers qui sont en première ligne. Comment est-ce qu'on gère ce nouveau phénomène? Et là, je voulais vous parler de plusieurs solutions à différents niveaux. Et là, je vais plutôt m'adresser, s'il y en a, aux DRH dans la salle ou même aux dirigeants dans la salle. En fait, il faut surtout pas laisser les managers en front à gérer ça tout seuls et à trouver, selon leurs affinités, selon leur modèle managérial, selon la façon dont ils sont managers, leurs propres solutions. Donc, comment est-ce que vous vous saisissez de ça en tant que DRH, en tant que dirigeant, pour réécrire un modèle social qui est attractif, qui est engageant? Est-ce que vous avez envie de prendre des positions sur certains moments de la vie qui vous semblent clés à accompagner en entreprise, devenir parent, les parents des enfants plus grands, devenir grands-parents, comment on accompagne l'aidance, à un moment où il y a aussi des grands sujets de confiance dans les EHPAD, dans les crèches, dans les écoles, comment on reconnaît ces autres rôles, quelle est la place de l'entreprise là-dedans, et comment on trouve les sujets les plus inclusifs possibles pour qu'ils parlent à tous. Et là, c'est l'opportunité d'écrire des politiques sociales qui feront la différence en termes d'attractivité et qui feront la différence en termes d'engagement sociétal. Pour les managers, ce qui est intéressant, c'est de bien distinguer quand le sujet évoqué d'ordre intime entre vraiment en collision avec la performance. Et donc, ça va être le cas de « je ne peux pas aller à une réunion qui est néanmoins très importante pour l'équipe parce que j'ai quelque chose de type personnel ». Et ça, c'est des choses à encadrer qui peuvent pas être, qui doivent être réduites au minimum, ou en tout cas, on doit trouver vraiment des solutions pour que ça n'advienne pas. Mais quand on n'est pas dans ces situations-là, il faut se dire aussi que c'est très porteur, en fait, pour remettre l'autonomie et la responsabilisation au cœur du système. C'est-à-dire que si tu as envie de faire quelque chose pour toi à 17h, eh ben peut-être que tu te reconnecteras, ou peut-être que tu demanderas de l'aide à un autre collègue. Mais c'est pas le manager qui doit devenir la courroie impérative de réorganisation de travail de tout le monde. C'est le manager qui doit impulser de l'autonomie, de la responsabilisation. Et ensuite, c'est les personnes qui doivent, entre elles, s'aider et être solidaires. Donc le manager, là-dedans, il doit pas devenir celui qui organise la vie de chaque personne. Et il doit bien remettre le sujet de la performance au cœur de l'équation. Et pour tous, moi, je pense que le management de l'intime, en tout cas l'intime au travail, c'est un beau tremplin vers les sujets d'inclusion, pour passer même de la diversité à l'inclusion, parce que ça permet en fait de reparler de certains sujets et de certaines différences à voix haute. Et parfois, un parent, il va juste dire, en fait, je suis super crevé parce que j'ai mal dormi, mais il attend rien de personne, il a juste envie de pouvoir en parler, de faire preuve d'authenticité, que cette partie de sa vie soit reconnue au travail. Et là, on rentre vraiment dans les sujets plutôt d'inclusion. Quand on commence à parler de handicap, de santé mentale, d'aidance, en fait, on reconnaît que dans l'entreprise se côtoient beaucoup d'individualité, de singularité, de choses différentes. Et ça peut apporter beaucoup de richesse, de compréhension de soi et d'interdépendance. Donc, il y a un vrai sujet de juste laisser la parole aussi se libérer sans prendre forcément des actions dessus. Voilà sur ce sujet. Donc nous, voilà, notre recommandation, c'est en fait, on a beaucoup de débats avec des DRH, des dirigeants qui disent ce serait mieux que ce soit comme avant. Je pense qu'il faut acter que ces sujets sont entrés pour plein de raisons qui sont très légitimes. C'est un état de fait et le sujet, c'est plutôt comment on en fait une opportunité, comment ça peut être porteur et comment on remonte le sujet au bon niveau pour que ce soit surtout pas les managers qui sont déjà très essorés, qui se prennent tout en première ligne et qui n'aient aucun outil pour le faire. Merci beaucoup.